Allez, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume, on est un petit peu en retard sur la vidéo et Zogma à quoi tu joues, qui sera assez rapide parce que cette semaine je n'ai pas énormément joué. Je pense que vous vous doutez pourquoi. Je vais vous parler de 3 jeux, je vais vous parler de Harry Potter, Bataille à Poudlard, je vais parler de The Belgian Bears Race Dice, pour lequel il y a déjà une vidéo sur la chaîne. Et je vais vous parler d'une petite curiosité, Imiki, pour lequel il y aura une vidéo la semaine prochaine ou la semaine suivante, je ne sais pas quand, j'arriverai à la tourner et à la monter. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller directement sur la timeline de la vidéo pour aller directement au jeu qui vous intéresse. Et nous, eh bien, on va commencer par The Belgian Bears Race Dice, dont on a déjà parlé sur la chaîne, un jeu édité par Beer Games, un jeu de Comic Book Trio et Ama d'Astarac, c'est l'équivalent Roll and Write de The Belgian Bears Race. Je vous en avais parlé il y a 2-3 semaines, un jeu qui pour moi est un coup de cœur, qui est un de mes premiers jeux de société moderne. Alors on m'a fait réflexion, est-ce que c'est pas pour ça aussi que c'est un de mes jeux préférés? Peut-être, je ne sais pas, mais je trouvais cette ambiance folle de faire un marathon autour de la Belgique, de visiter des vraies brasseries, de trinquer, de gérer son alcoolémie pour pouvoir utiliser plus facilement les moyens de transport qui nous sont à notre disposition et de gérer notre temps pour revenir à l'heure à Bruxelles. C'est un jeu qui effectivement est jouable en solo mais avec une extension pas inclus dans la boîte de base, soit en print and play ou alors via l'édition Kickstarter. Et c'est vrai que les parties peuvent être un petit peu longues, donc l'ambition des éditeurs, c'était de retranscrire l'ambiance du jeu de base dans une version plus courte, dans une ambiance plus fun, entre guillemets, en tout cas aussi jouable en solo. Donc c'est le cas, hein, les parties sont beaucoup plus courtes. En solo, on va faire des parties de 25 minutes, 30 minutes, c'est un roll and ride, donc vous vous doutez bien de la moyenne. Ça va reprendre un peu le même principe, on est sur la carte belge, avec cette fois-ci plus des temps de trajet en minutes ou en heures, mais en valeur de dés. Ça peut correspondre à des kilomètres, mais bien évidemment que ça ne correspond pas aux kilomètres réels, il faut que ça puisse se jouer avec des dés. Et puis on va devoir visiter aussi le plus de brasseries possible, on va devoir en plus acheter et boire de la bière, comme dans le jeu de base, et puis on va avoir un certain temps pour revenir à Bruxelles. Ça reste toujours une course, le premier qui revient à Bruxelles gagne pas mal de points. Et ça va être un roll and write. On va lancer nos dés, les dés qui sont de 3 couleurs différentes, qui correspondent aux 3 moyens de locomotion différents, le bus, le vélo et la voiture. Et puis, on va pouvoir choisir ces dés-là. Forcément, quand on fait un mouvement dans un seul moyen de locomotion, donc soit on prend que des dés rouges, soit on prend que des dés jaunes, soit on prend que des dés noirs, mais pas plus que 2 ou 3. Si vous avez relancé tous les dés au début de la manche, vous ne pourrez prendre que 2 dés. Si vous ne relancez pas les dés, vous avez moins de choix, mais vous pouvez choisir jusqu'à 3 dés. Pour simuler un petit peu la mécanique des moyens de transport, les dés noirs correspondent au stop. Les stops, on peut aller très loin, ça peut aller très vite, mais vous avez 2 faces, voire 3 faces avec un pouce vers le bas, c'est-à-dire qu'on ne vous accepte pas. Le rouge, c'est le vélo c'est sécure, vous pourrez toujours le prendre, mais par contre vous ne ferez jamais des valeurs de plus de 2. Est-ce qu'il y a une valeur 3 sur le rouge? Je ne crois pas, je crois que c'est que 1 et 2. Et puis on a les dés jaunes, c'est entre les deux, c'est le bus. On va un peu plus loin, mais il y a moins de dés jaunes que de dés rouges dans le pool, donc potentiellement vous aurez moins de possibilités quand même de prendre le bus. Et en solo, vous allez devoir valider 3 objectifs tirés aléatoirement, un qui correspond à un objectif noir, un qui correspond à un objectif jaune et un qui correspond à un objectif rouge, bleu, bleu, blanc, rouge. L'habitude, noir, jaune, rouge, c'est-à-dire le drapeau belge. Et donc, vous allez jouer contre un automa qui va avancer petit à petit dans son scoring, entre guillemets, et avant la fin de la partie, qui est souvent déclenchée par lui, quand lui, on considère qu'il est revenu à Bruxelles, vous devez valider un de ces 3 objectifs-là, enfin 3 de ces objectifs-là, plus votre objectif personnel, et revenir à l'heure à Bruxelles, sinon vous perdez de plus en plus de points. Ça marche plutôt bien, c'est vraiment une sensation différente. Déjà, vous n'avez plus la sensation finalement de vraiment aller vous balader, de boire le plus possible. Là, on est vraiment sur une course. En même temps, c'est dans le titre, The Belgian Bears Race, donc en soi, c'était vraiment une course. On avait moins cette sensation de course, on avait plus la sensation de pouvoir prendre notre temps dans le jeu de base. Là, non, c'est une course. Il faut y aller, d'autant plus que la fin de la partie, on ne sait pas quand elle va intervenir en solo, puisque l'automa va prendre des dés à chaque fois, suivant un sens de priorité tiré par des cartes, et en fonction, il va lui avancer de 1 case, 2 cases ou 3 cases, en fonction de votre chance, et donc, quand, en fait, on va reprendre notre ligne de scoring, et quand notre scoring rejoint le scoring adverse, c'est là où la partie se termine. Donc la partie va être plus ou moins courte, mais on sait surtout qu'on va être pressé par le temps, qu'on ne va pas pouvoir faire tout ce qu'on veut, donc il faut aller à l'essentiel. Dès le début de la partie, on va regarder les objectifs, on va se donner une ligne de route et on va essayer de la tenir le plus possible, sauf que l'automa peut potentiellement défausser les objectifs que l'on va utiliser, donc il va falloir toujours avoir un plan B, parce que si clairement vous misez tout sur une seule stratégie,
et qui prend votre objectif, et c'est game over, enfin pas game over, mais vous ne ferez pas un bon scoring. Donc il faut prévoir un trajet, mais prévoir un trajet qui permet d'avoir une petite fluctuation, et en ça c'est pas mal intéressant. Les parties sont plus rapides, on retrouve l'ambiance, on retrouve la carte, on retrouve les brasseries préférées des membres, j'allais dire des membres du jury, mais les membres de la création du jeu. Mais finalement je préfère quand même son grand frère, parce que ce qui faisait la richesse finalement de son grand frère, c'était le fait de pouvoir gérer son temps, un peu comme dans Tokaido, le dernier, enfin faire une action ça prenait X temps, et si on était toujours en arrière sur la barre de temps, on pouvait refaire une deuxième action, puis une troisième action, c'est toujours le dernier sur la piste de temps qui jouait. Donc des fois on pouvait enchaîner, c'était plutôt sympa, et puis surtout il y avait ce côté très sympa de gestion de l'alcoolémie, parce qu'en fonction de notre taux d'alcool, on pouvait prendre plus ou moins de moyens de locomotion. Forcément, si on est bourré, on ne peut plus prendre le vélo. Si on est trop bourré, on vomit dans le bus, donc il ne nous accepte plus. Donc il nous laissait que l'autostop qui était un petit peu risqué. Donc on devait gérer ça. Boire, ça nous rapportait des points, mais on était un peu limité, donc il fallait gérer ça avec le fait de boire du fromage, etc. Là, on perd vraiment cette gestion de l'alcoolémie, on n'est plus sur le côté course. Donc, pour des gens qui ont aimé le grand frère et qui ont envie de retrouver une sensation de jeu à peu près équivalente, mais en plus court, ça peut se poser là. Pour ceux qui ne sont pas du tout intéressés par le thème, qui ne sont pas du tout intéressés par le grand frère, je pense qu'ils ne seront pas plus intéressés par cet opus-là, mais qui finalement reprend l'essence du premier, mais en changeant un petit peu comme la sensation de jeu. C'est quand même un jeu que j'ai apprécié, mais je préfère quand même son grand frère. C'était donc The Belgians Beers Race. On va passer maintenant à une curiosité que j'ai demandé à l'éditeur, Imiki. C'est édité par Robin Red Games, c'est illustré par Pascal Boucher, qui est la personne que j'ai contactée et qui a dessiné cette superbe image style japonais, je trouve très jolie. Et c'est un jeu de Aurélia Martin. En fait, c'est un jeu, j'en ai entendu parler il y a quelques mois et je me suis dit, c'est quoi ce truc? Et en plus, c'est jouable en solo. Ça, en fait, c'est une sorte de jeu de stratégie, un jeu d'échecs, un jeu de dames, ce genre de jeu, mais c'est pas du tout le genre de jeu. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des cubes, des dés si on veut, des cubes à 6 faces, et sur chacune des faces, il va y avoir une icône différente. Une icône d'eau, une icône de feu, ou une icône de terre, x2 parce que c'est un dé à 6 faces, et puis dans le genre des pierre, feuille, ciseaux, l'eau bat le feu, qui bat l'arbre, qui bat l'arbre, le tronc, je ne sais plus comment c'est le bois, voilà, et le bois qui flotte sur l'eau. Donc ça fait un trio comme ça, et en fait ça va être un cube. Le cube au-dessus, on voit une face, la face d'eau, on va devoir le pousser d'un côté pour changer sa face. Et s'il y a deux dés qui rentrent en collision, qui sont l'un contre l'autre, si vous avez mis du bois contre de l'eau, vous êtes dominant, vous gagnez un point, c'est le premier qui a 5. Donc ça va être un jeu de placement, de stratégie à votre tour. Soit vous inclinez un cube de votre côté, soit vous faites une rotation, vous pivotez, parce que forcément en pivotant, la face supérieure, celle qui marque les points, est la même, mais les côtés finalement adjacents, sont pas les mêmes. Donc ça veut dire que si je tourne comme ça et qu'après je l'incline, forcément je vais pas avoir la même icône. Et ça, vous pouvez incliner vos 3 dés, vos 3 cubes si vous voulez. En plus de ça, vous avez un côté de majorité. Si à un moment, bim, vous inclinez à de vos dés et qu'il y a 4 fois la même face sur les 6 dés, vous prenez un jeton, j'ai oublié comment ça s'appelle, un jeton, je sais plus. Un jeton, c'est pas écrit derrière, mais c'est un thème très japonais. Les dés correspondent à des yokai. Finalement, le thème est un peu plaqué, on s'en fiche un peu. Et c'est vachement malin. Moi, je jouais à des jeux de rôle quand j'étais enfant, je joue toujours à des jeux de rôle, mais il y avait souvent, alors il y a deux classiques, deux poncifs dans les jeux de rôle, c'est soit comme dans Pokémon, vous poussez les cubes sur la glace et il faut réussir à faire le bon mouvement jusqu'à arriver dans le trou, ou justement, il y a le fait de bouger ces cubes, de les retourner jusqu'à ce qu'apparaisse le même motif qu'il y a sur un mur. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours aimé. J'étais plutôt pas mauvais, j'arrivais facilement à résoudre ces casse-têtes-là. Et là, ça reprenait un peu cette mécanique. Et je me dis, mince, ça c'est jouable en solo, parce que moi, clairement, ma compagne, jamais de la vie, elle joue à un jeu comme ça de stratégie, un jeu de placement, un jeu de réflexion, on va essayer de se tendre des pièges. C'est sûr que c'est niette et jouable en solo. Donc je me suis dit, je veux vraiment tester, voir ce que ça donne. Si on arrive à jouer contre un automa qui simule quelqu'un d'autre, ça va être le pied. Et donc j'ouvre la boîte, et là, gros plaisir, la boîte, simulation en temps réel, la boîte, c'est le plateau de jeu. Tout est déjà installé, vous n'avez plus qu'à sortir vos dés, à les positionner et à jouer. Ça, c'est super malin. En plus, il y a des petits trucs en plastique pour bloquer le jeu, comme ça, vous êtes sûr que ça ne va pas sortir de la boîte. Vous pouvez l'emmener jouer, vous pouvez l'emmener en transport, c'est hyper pratique. Et puis, je prends la notice, je l'ouvre un peu rapidement, et je découvre à la fin de la règle qu'il y a des défis, c'est-à-dire qu'il y a un mode casse-tête, un mode puzzle où vous avez déjà une disposition et vous avez un certain nombre de coups pour réussir le casse-tête, c'est-à-dire à faire sauter tous les dés. Au départ, je dis ça, je me dis mince, c'est sympa, mais je m'attendais vraiment à avoir un autre automa. Eh bien non, il y a vraiment un automa. C'est pour ça qu'il y a 4 dés de chaque couleur, parce qu'on joue avec 3 dés de chaque, mais vous prenez un dé noir et un dé blanc, vous les lancez, et en fonction de la combinaison, vous avez une petite tête de jeu qui vous dit quel est le mouvement que fait l'automa.
Alors forcément, vous serez obligé d'avoir toujours l'aide de jeu sous la main, parce qu'il y a du coup 9 possibilités de dés, et à chaque fois, il y a un ordre de priorité d'une dizaine de coups différents, donc vous ne pouvez pas jouer sans l'aide de jeu, et c'est vrai que le côté négatif, c'est qu'on perd un petit peu rythme. C'est un jeu très... Alors, j'allais pas dire très instinctif parce qu'il faut réfléchir, mais vous jouez, l'autre joue, vous jouez, l'autre joue. C'est comme aux échecs, quand on a l'habitude, tac, 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 tac. Là, c'est vrai que quand vous jouez tout seul, vous êtes toujours obligé de regarder l'aide de jeu pour savoir exactement quel coup il fait. Et des fois, il y a un petit peu d'interprétation parce que ça vous dit qu'il faut déplacer un cube sur telle face, mais à vous quand même de choisir quel est le pire cube qu'on peut choisir pour vous mettre dans l'embarras. Donc des fois, il y a un petit peu d'interprétation, il y a un petit peu de perte de temps au niveau de la lecture, de la priorité, mais ça marche bien. L'automa va jouer de manière cohérente, vous n'allez pas pouvoir toujours l'anticiper parce qu'il va faire des fois des coups qui vont vous surprendre. Donc ça simule bien. Après, comme c'est écrit dans la règle, c'est un mode entraînement. Clairement, si vous maîtrisez bien le jeu, tôt ou tard, vous allez rouler à chaque fois sur l'adversaire ou presque. Il n'y a pas de moyen de gérer ce niveau de difficulté. Mais clairement, eh bien moi qui ne peux pas jouer à ça avec ma compagne, ça me permet de m'entraîner. Alors m'entraîner pour ne jamais jouer contre quelqu'un d'autre, mais ça marche plutôt bien. Et puis clairement, si j'en ai marre de jouer contre l'adversaire, j'ai tous des défis. Je ne sais plus combien j'en ai, je crois qu'il y en a une trentaine. Ouais, je vous dis peut-être des bêtises. Il y en a... Ah non, je vous dis pas des bêtises, il y en a 60. de niveau de difficulté croissant. Et franchement, c'est malin. On tourne, on pivote. En plus, s'il n'y a pas ce côté dominant, si vous mettez votre dé contre un autre dé qui a la même face visible, eh bien vous pouvez rejouer. Donc vous pouvez vous déplacer plusieurs fois, tac, 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 et enchaîner. Franchement, c'est un jeu malin, c'est un jeu jouable directement. Clairement, en solo, c'est probablement pas la meilleure des dispositions. C'est un jeu de duel, c'est vraiment un jeu de réflexion. Mais en solo, ça marche quand même plutôt bien. J'étais surpris, j'y croyais pas trop. Et en vrai, c'est plutôt cool. Franchement, une belle découverte. C'est pas un jeu pour tout le monde, il faut vraiment aimer ce genre de jeu-là. Mais si vous aimez cette petite mécanique, franchement... Je suis vraiment pas jeu abstrait, j'aime bien les échecs mais je suis très mauvais, j'ai jamais joué aux dames, mais j'aime bien cette petite mécanique je vais te tendre un piège, etc. Franchement c'est cool, une belle découverte. Alors du coup, comme j'ai pas joué à beaucoup de jeux cette semaine, j'ai le temps de vous parler longtemps des jeux, donc je vous parle des jeux pendant 5 minutes, mais c'est pas grave. On finit par Harry Potter Bataille à Poudlard, la première version, un jeu dont conçu et développé par Uzua Poly, donc j'imagine que c'est un groupe de créateurs, inventé par Forest Pruzan Creative, il n'y a pas vraiment de nom d'auteur. Il n'y a pas d'illustrateur parce que ce sont des photos des films. Et c'est un jeu qu'on trouve souvent dans le top 10 des meilleurs deck building. C'est un jeu que j'ai acheté tout au début où j'ai commencé à jouer pour jouer avec ma compagne parce qu'on est fan d'Harry Potter. Ça l'a jamais trop intéressé finalement de jouer à ce genre de jeu. Et là, il n'y a pas très longtemps, en début de semaine, je me suis dit, je vais me lancer dedans. Allez, il y a 7 films, on va se le faire, on va se faire toute la campagne entre guillemets et ça va être sympa. Et clairement, j'ai été très déçu. Alors moi, j'aime bien les deck building, mais je ne suis pas un immense connaisseur. J'ai même quasiment jamais joué à des deck building. Au final, à part Aeons and Legacy, est-ce que j'ai vraiment joué à d'autres deck building au sens propre? Je ne crois pas, mais j'aime bien la mécanique. Et clairement, le jeu m'a vraiment très déçu. Alors ok, on va dire que c'est un jeu grand public, c'est un jeu pour monsieur tout le monde, pour découvrir la mécanique. Mais si on découvre la mécanique avec ça, je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment ultra attiré. Parce que finalement, le jeu est simple. Vous avez 4 personnages, Harry, Ron, Hermione et Neville. Vous avez un deck de cartes de départ de 10 cartes, vous en prenez 5. Et puis à chaque tour, finalement, vous allez soit récupérer des éclairs pour mettre des dégâts, soit récupérer des pièces pour acheter des nouvelles cartes dans un gros paquet, un gros pool de cartes, soit vous allez pouvoir piocher des cartes ou vous soigner, etc. À chaque tour, vous tirez d'abord un événement négatif, soit ça fait avancer les événements, soit je ne sais plus comment ça s'appelle, sur la quête de base, sachant que si tous les lieux sont contrôlés par les ennemis, parce que vous avez ajouté un petit pion à chaque fois, c'est perdu. Soit ça fait, on va dire, attaquer les ennemis, pas tout à fait des attaques, mais peu importe. En tout cas, vous avez un petit événement négatif. Ensuite, les ennemis vont réagir potentiellement à cet événement négatif, et vous, après, vous jouez vos cartes. Vous jouez toutes les cartes qui sont dans vos mains, c'est-à-dire que votre main de 5 cartes, à la fin du tour, que vous ayez utilisé ou pas les cartes, vous les défaussez, reprenez 5 cartes. Donc ça, c'est assez accessible, on sait qu'on peut tout jouer ce qu'on a dans notre main, et si on joue pas tout, tant pis, mais il n'y a pas trop de réflexion, de devoir réfléchir 5 tours après, de si je vais pas garder ça pour faire un combo. Donc en soi, ça c'est pratique, c'est assez fluide, on joue tout, et basta. En plus, les pouvoirs sont très simples, faire un dégât, récupérer de la vie, piocher ou récupérer de l'argent. Et à la fin du tour, vous allez acheter des nouvelles cartes et vous enchaînez. Donc ça, c'est sûr que le jeu est très simple. Et puis, il y a un petit côté legacy, c'est qu'une fois que vous avez fini l'année 1, vous ouvrez une enveloppe avec la niveau 2, tous les événements qu'il y a dans ces enveloppes se mélangent avec le pool d'événements, tous les ennemis se mélangent avec le pool d'ennemis, toutes les cartes à acheter se mélangent avec les cartes à acheter. Mais c'est ça aussi le plus gros problème, c'est que finalement, le niveau 2 sera plus compliqué. Pourquoi? Tout simplement parce que vous aurez plus d'ennemis à affronter. Au départ, vous avez que 3 ennemis, vous passez à 5, après vous passez à 7, et en fait, le jeu devient de plus en plus long. Si la première partie, ça dure 25 minutes, moi j'ai arrêté après avoir réussi la 5e année, j'ai réussi les 5 premières années du premier coup, mais j'ai abandonné parce que ma partie a duré
1h05, ça n'en pouvait plus. Il y a, je crois, 14 ennemis à tuer à ce moment-là. Il n'y a aucun combo, il n'y a pas de choses folles, les événements qui apparaissent sont assez redondants, les effets négatifs des ennemis, bon, ce sont des effets négatifs, ils sont de plus en plus compliqués à battre, mais il n'y a rien de fun. En plus, ok, il y a des cartes de plus en plus fortes dans le pool, mais vous avez un paquet de cartes qui grossit, donc en fonction de votre chance, vous pouvez avoir des cartes à acheter au marché qui sont toutes pourries ou super fortes. Vous n'avez pas vraiment de moyen de jouer là-dessus. En plus, votre paquet de cartes au départ, vous commencez avec 10 cartes. Vous allez acheter des cartes quasiment à tous les tours, sauf que votre paquet de cartes, il devient comme as au bout d'un moment, et vous n'avez aucun moyen de retirer des cartes. Vous ne pouvez pas alléger votre paquet, sauf qu'au départ, vous êtes obligé d'acheter des cartes pour avoir de l'argent, pour pouvoir acheter des meilleures cartes. Donc vous êtes quand même obligé de pourrir un peu votre deck avec des cartes un peu inutiles pour avoir des bonnes cartes. Alors apparemment, il y a une extension qui permet un petit peu d'épurer son deck, mais clairement, c'est chiant. Pas de combo, c'est pas spécialement original, et les parties n'en finissent plus. Augmenter la difficulté, ok, mais augmenter la difficulté juste parce qu'il y a de plus en plus d'ennemis à tuer, bah moi j'apprends, je découvre les jeux de société, j'apprends ce qu'est le deck building, bah clairement j'ai pas envie de faire une partie d'1h30 parce que j'ai 18 bonhommes à tuer qui sont pas spécialement forts, mais c'est juste long de les tuer quoi. Donc moi ça m'a clairement déçu, j'ai arrêté en cours de route. Gros fan d'Harry Potter, j'ai envie de laisser une chance et de découvrir les extensions, mais en vrai si c'est les extensions ne rapportent pas de piment, ne rapportent pas de combo, je trouve que c'est un jeu très décevant. Je comprends que ça peut être mon premier deck building, mais je ne comprends pas qu'il soit dans le top, dans la plupart des tops de deck building, alors que bah, c'est peut-être mon deuxième deck building. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ces trois jeux, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas le cas, parce que 50% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne, donc allez-y, cliquez, comme ça on passe de 3000 à 6000 en une semaine, et c'est merveilleux. Et puis bah, nous on se dit à très bientôt pour la vidéo, ciao ciao.